Le Starship a beau être le lanceur le plus gros, le plus grand, le plus impressionnant que vous ayez jamais vu, lorsqu'il arrive en orbite, il est à bout de souffle. Ses réservoirs sont quasiment vides et pour le moment, il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de marge pour y ajouter des dizaines de tonnes de charge utile. Il faut dire que c'est un monstre, la masse à sec de Super Heavy se situe autour de 150 à 200 tonnes, auxquelles il faut ajouter les 100 tonnes du Starship. L'architecture pèse aussi lourd à sec, sans aucune goutte d'ergol, qu'une fusée Soyouz remplie prête à décoller. Une partie importante de cette masse se trouve dans les moteurs et une autre dans les réservoirs. Les réservoirs de Super Heavy affichent ainsi une masse d'environ 80 tonnes. Au cours des prochaines années, SpaceX va essayer autant que possible de réduire cette masse morte au maximum, pour emporter plus d'oxygène, plus de méthane et plus de charge utile. Mais comment réduire ces masses le plus efficacement possible ? Une fusée aura toujours besoin de ses moteurs et de ses réservoirs. À moins que, comme Elon Musk le dit lui-même, « The best part is no part ». Le meilleur composant, c'est celui qui n'existe pas. Alors, on ne peut clairement pas faire de fusée sans moteur. Mais selon certaines équipes, de plus en plus actives, il est possible de faire des fusées sans réservoir. Ou plutôt de rendre leurs réservoirs utiles en les transformant en gaz de propulsion. C'est le concept qu'on trouve derrière les fusées autophages, des fusées qui s'autodévorent pour gagner en performance. Vous vous êtes peut-être déjà demandé pourquoi les fusées ont cette forme. Tout en longueur, avec les moteurs en bas, la charge utile en haut et d'immenses réservoirs entre les deux. Il est difficile de concevoir une petite fusée car elles sont très gourmandes en carburant. Pour une Falcon 9 par exemple, si vous souhaitez envoyer 17 tonnes en orbite, il vous faudra embarquer presque 500 tonnes de kérosène et d'oxygène liquide pour faire le voyage. Pour les stocker, il vous faudra de grands réservoirs, et pour éviter de créer trop de traînées atmosphériques, ces réservoirs devront être aussi effilés que possible. Et c'est comme ça que vous vous retrouvez avec des fusées grandes, voire immenses et relativement fines. Dans cette longueur, la majeure partie de la structure est constituée de réservoirs. Sur l'exemple de la Falcon 9, ce sont les petites parties en bleu et orange sur cette illustration. Ils constituent la majeure partie de la taille de la fusée et une grande partie de sa masse à vide. Les parois de réservoir, souvent métalliques, pèsent très lourd et grèvent les performances d'une fusée. Il faut les propulser en entier, même lorsqu'ils sont quasiment vides, et même lorsqu'il faut retourner sur Terre dans le cas d'un premier étage de Falcon 9. Ce ne sont pas des pièces particulièrement complexes et il n'est donc pas primordial de les réutiliser. En fait, la situation idéale serait qu'il n'existe pas du tout. Seulement, il paraît impossible de se passer d'eux. Toute notre expérience d'humain nous a appris que les liquides ou les gaz ont besoin d'un contenant. L'eau va dans un verre ou une bouteille, on ne peut pas la stocker en vrac chez soi. Et une fois vide, la bouteille va à la poubelle car elle non plus n'a pas beaucoup d'utilité à part contenir. Mais si je vous disais qu'après avoir vidé votre bouteille, vous pourriez également la boire. Pas ce qu'elle contient, mais la bouteille elle-même. Cela pourrait marcher si par exemple votre bouteille est en glace d'eau. Vous buvez d'abord ce qu'elle contient, puis vous pourriez boire son eau après qu'elle ait fondu. Une fusée autophage, c'est un peu la même chose avec le problème des réservoirs. Ces parois de réservoir si lourdes et inutiles, est-ce qu'elles ne pourraient pas participer un peu à l'effort de propulsion ? Est-ce qu'on ne peut pas les faire passer de masse morte à masse active ? La réponse semble être oui, au moins expérimentalement. En début d'année, une équipe de l'université de Glasgow a partagé cette vidéo. Elle montre une fusée autophage en train de fonctionner sur un banc d'essai. Pendant près de 2 minutes, elle produit des flammes, elle fait varier sa poussée et surtout elle rétrécit. On voit ainsi sa partie centrale blanche, là où se trouveraient les réservoirs d'une fusée classique, perdre doucement de la longueur. Cette propriété unique est permise par un choix minutieux d'architecture et de matériaux. Le moteur fusée est relativement classique. Il exploite de l'oxygène gazeux et du propane liquide. Ce qui fait office de réservoir est une paroi en polyéthylène de haute densité. Quand vous voyez cette paroi diminuer de longueur, c'est qu'elle est injectée par le bas dans la chambre de combustion. Le matériau a été soigneusement choisi. Il est suffisamment résistant pour faire son travail de contenant,
Mais à proximité immédiate de la chambre de combustion, la chaleur résiduelle du moteur le fait fondre. C'est cette partie liquéfiée qui est ensuite elle-même injectée dans la chambre. L'effet est tout sauf anecdotique. Les chercheurs responsables de l'expérience estiment que jusqu'à 1/5 du carburant brûlé par le moteur est constitué de sa paroi. Pour une fusée, le bénéfice est double. Premièrement, on diminue la quantité de masse morte au fur et à mesure du vol. Plus la mission progresse et plus la masse sèche de la fusée diminue. Elle devient donc de plus en plus facile à propulser pour les moteurs. On arrête ainsi de se trimballer de grands réservoirs inutiles une fois que ces derniers sont quasiment vides. Deuxième effet qui se coule, la masse des parois n'est pas seulement supprimée de la masse morte, elle est ajoutée à la masse des combustibles. On ne se contente pas de supprimer un inconvénient, on le transforme en avantage. On se retrouve donc ici avec une fusée qui va avoir un rapport de masse extrêmement avantageux. Dans le design d'une fusée, le rapport de masse permet de mesurer l'efficacité d'une architecture. Généralement, on dit que la masse à vide d'un lanceur ne doit pas excéder 1/10 de sa masse une fois remplie d'ergols. C'est la condition minimale pour atteindre l'orbite terrestre. Pour reprendre l'exemple de la Falcon 9, celle-ci a une masse à vide de 30 tonnes et une masse au décollage de 550 tonnes. Elle affiche donc un rapport de masse d'environ 18. Sa masse à vide représente 1/18 de sa masse à plein. C'est un très bon rapport et les performances excellentes de la Falcon 9 en témoignent. Maintenant imaginez si on pouvait soustraire la masse des réservoirs de la Falcon 9 des 30 tonnes de sa masse à vide, pour les ajouter aux quelques 500 tonnes de sa masse d'ergol. On se retrouverait avec un rapport de masse dément, qui pourrait quasiment être multiplié par 2, et qui pulvériserait les meilleurs designs de l'histoire de la propulsion aérospatiale. Le record est pour le moment tenu par la Saturn V du programme Apollo, qui affichait un rapport de masse de 23. Avec des moteurs autophages, il pourrait être possible de s'aventurer au-delà des 30. Les moteurs autophages présentent un autre avantage spécifique aux étages supérieurs, la lutte contre les débris orbitaux. Une fois son travail terminé, un étage supérieur de fusée se retrouve en orbite, puisqu'il a la même vitesse que la charge utile qu'il a propulsée. Ce sont des débris particulièrement grands, incontrôlables et donc dangereux. Un étage supérieur autophage sera en revanche beaucoup plus petit, puisqu'il n'aura plus de réservoir à proprement parler. Un débris plus petit, c'est un débris moins dangereux et un petit bonus de ces architectures. Mais ne nous emballons pas. Si les moteurs autophages n'ont pas encore pris d'assaut toute l'industrie, il y a aussi de bonnes raisons. Les tests se multiplient mais toujours à petite échelle. Il faut dire qu'un tel moteur représente une architecture assez nouvelle dans l'industrie avec ses propres défis. Stocker des gaz hautement explosifs dans une paroi en plastique qui est activement en train de fondre est un exercice périlleux. La moindre petite rupture et c'est l'accident. Ce risque est accentué par un design des réservoirs qui est nécessairement différent de ce qu'on a l'habitude de voir. On ne peut pas simplement les empiler l'un au-dessus de l'autre. Sur une Falcon 9, encore une fois, le kérosène est stocké en bas et l'oxygène en haut. Mais imaginez qu'on transforme le lanceur de SpaceX en une fusée autophage, fonctionnant comme le prototype de l'université de Glasgow. Les parois du réservoir de kérosène commenceraient à fondre alors que celles du réservoir d'oxygène resteraient intactes. On arriverait à un moment où les réservoirs de RP1 auraient totalement disparu, mettant fin à la mission alors qu'il y aurait encore de l'oxygène disponible dans les réservoirs d'oxygène. On se retrouverait donc avec un moteur moins efficace car autophage. Il est donc nécessaire sur ce type d'architecture de produire des réservoirs côte à côte, l'un à l'intérieur de l'autre par exemple. Cela signifie cependant que la paroi interne, celle qui les sépare, doit également fondre. Vous vous retrouvez donc avec deux gaz dont la combustion est hautement explosive, côte à côte et séparés par une paroi qui est chauffée et en train de fondre. Il vaut mieux être confiant dans les propriétés du plastique qui a été choisi. C'est d'ailleurs ce qui rend la démonstration de l'université de Glasgow particulièrement impressionnante. Dans le design de l'université de Glasgow, il faut aussi concevoir une chambre de combustion assez particulière, capable à la fois de brûler les ergols classiques, oxygène et propane, et d'introduire la paroi plastique à un rythme régulier et à une température précise, pour qu'elle fonde sans perdre trop tôt sa résistance structurelle. On ne peut donc pas utiliser une chambre de combustion classique de moteur chimique.
Dans ces dernières, il règne une pression importante, plus de 300 bars dans le Raptor de SpaceX. Le moteur de l'université de Glasgow offre très certainement une pression moindre, mais un moteur fusée opérationnel basé sur cette architecture devra opérer au moins à quelques dizaines de bars. Et c'est là qu'on bute sur un gros problème. Comment faire rentrer le plastique dans une chambre de combustion qui est sous pression ? C'est exactement le même problème qui a nécessité l'invention des turbopompes. C'est très complexe et très coûteux pour les ergols liquides. La gravité ou l'accélération paraissent ici très insuffisantes. Sur le prototype que vous voyez à l'écran, un rail motorisé semble être utilisé. Il pousse le plastique vers la chambre de combustion. Mais un rail motorisé, c'est une structure qui représente de la masse morte. Pour régler ce problème, il faut probablement renoncer à certains avantages du moteur. On est obligé de conserver une structure de réservoir, plus légère avec de la chance, mais nécessaire pour faire rentrer le plastique dans une chambre sous haute pression. La chimie de ce qui se déroule dans la chambre de combustion doit également être très complexe à modéliser. Entre le carburant, l'oxydant et les bouts de liner de la chambre de combustion qui brûlent, cette dernière peut donner naissance à des dizaines d'espèces chimiques différentes dans un moteur fusée classique. Il est nécessaire de modéliser cette chimie aussi précisément que possible pour comprendre le comportement du moteur et ses performances. Si on ajoute à ça des quantités appréciables de polyéthylène, on rentre dans un domaine inconnu. Il faut noter ici qu'il y a un autre design de moteur autophage possible, qui exploiterait plutôt un cycle hybride, où un oxydant liquide est injecté dans une paroi plastique, et c'est cette dernière qui constitue l'ensemble du carburant. On peut alors avoir une chambre de combustion simple, constituée de l'intérieur de blocs de plastique, un peu comme sur un moteur à poudre. En revanche, une telle architecture souffre des mêmes limitations qu'un moteur hybride, notamment le fait qu'elle aura du mal à atteindre une ISP élevée. Alors, malgré tous ces désavantages, les moteurs autophages peuvent-ils valoir le coup ? Il faut déjà se rappeler que se mettre en orbite terrestre est extrêmement difficile et que toutes les architectures de fusées font face à une liste d'obstacles longs comme le bras. Si aujourd'hui des fusées volent et sont même récupérées, c'est que des ingénieurs ont réussi à tacler ces problèmes un à un sans se laisser décourager. Il y a donc probablement une route qui mène vers la faisabilité pour les moteurs autophages, tout comme pour la propulsion nucléaire, les tuyères aérospike ou la gravité artificielle. La question est, mérite-t-elle d'être poursuivie ? Pour y répondre, il faut réussir à entrevoir la promesse de gain par rapport à des fusées classiques. Une fusée autophage est-elle beaucoup plus efficace ? Seulement d'1% ou plutôt de 15%? Coûte-t-elle aussi moins cher à fabriquer ? La bonne nouvelle, c'est que plusieurs équipes s'attellent à répondre à ces questions via le développement de nouveaux prototypes. Les Toulousains d'Alpha Impulsion font partie de ceux qui pensent qu'on peut changer l'avenir de la propulsion spatiale avec des moteurs autophages. Ils travaillent sur une fusée dénommée Grenat qui, du haut de ses 25 mètres, doit être capable de placer jusqu'à 1 tonne en orbite. Via la suppression d'éléments structurels comme les réservoirs, ils pensent être capables d'abaisser le prix d'un lancement de 90%. Ce qui ferait d'eux l'acteur le moins cher d'Europe et de loin. Leur fusée apparaît effectivement hyper simple, étage unique, pas de réservoir, pas de moteur secondaire, il n'y a presque que 3 éléments, le moteur, les ergols et la charge utile. Bon, et quand même une coiffe pour traverser l'atmosphère. C'est l'expression la plus simple d'une fusée, et donc peut-être la moins chère. Alpha Impulsion a déjà mené des tests de mise à feu moteur en janvier dernier avec le démonstrateur Ambre. Leur architecture est plus proche de celle d'un moteur hybride avec une chambre de combustion tubulaire et seulement 2 ergols. On essaiera de discuter avec eux dans les semaines ou les mois qui viennent pour nous pencher d'un peu plus près sur les promesses étonnantes des fusées autophages. En attendant, dites-nous ce que vous pensez de cette innovation. Les fusées doivent-elles devenir cannibales pour enfin réduire les coûts de l'accès à l'espace ? On vous lira dans les commentaires. Et voilà qu'on arrive au bout de cette vidéo. Je vous invite à partager vos questions et vos remarques dans les commentaires. Nous y répondrons dans une prochaine vidéo. Vous pouvez consulter la description pour retrouver nos sources et nos réseaux sociaux. Quant à nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau DNDE. Et d'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien.